Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Designer freelance, spécialisée dans la conception de vêtements et accessoires en cuir, Marina Dias est depuis 2020 la directrice artistique de la marque Cordis. Maroquinerie de luxe made in France, Cordis a été fondée par son père, Flavien Dias, en 1988. Après avoir été quelques années en sommeil, la marque renaît, sous l'impulsion de Marina notamment, qui dessine des modèles en série très limitée. Elle prend aussi part aux discussions stratégiques avec son père, dans le but de proposer un environnement de travail ou pour la planète qui soit écologique pour tous, justement. Leur souhait est de créer un nouveau paradigme de consommation et de production raisonnée. D'où la baseline de Cordis, pour des sacs qui traversent le temps. Marina a quitté Paris il y a 6 ans pour vivre sur la côte landaise. Et elle nous raconte notamment comment sa nouvelle vie lui permet d'être beaucoup plus à l'écoute de ses besoins fondamentaux. Elle fait régulièrement des allers-retours à Paris, parce qu'on ne quitte jamais vraiment Paris. Mais si j'ai choisi de l'interviewer chez elle, à Seignos, c'est parce que c'est ma région de cœur, c'est un peu my hometown. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas être plus proche de mes racines, comme vous pourrez le découvrir en écoutant notre conversation. Bonjour Marina. Et bonjour Lily. Je suis très heureuse d'être ici. Et ici, donc, c'est chez toi, à Seignos, donc sur la côte sud des Landes. Et je te l'expliquais en arrivant, je connais très bien, alors déjà je connais la région, j'ai vécu à Osgore, à Bayonne, j'étais à la fac, même à Bayonne, etc. Mais j'ai même vécu ici, c'est-à-dire pratiquement dans ce lotissement, parce que ma mère avait une maison ici avant, qui ensuite a été justement revendue, et c'est devenu ce lotissement autour d'un petit étang à Seignosbourg. Donc c'était assez émouvant pour moi d'arriver ce matin. Et je suis très heureuse d'être là. On n'a pas un très beau temps, mais moi j'adore ce temps, et on est en pleine nature, et ça fait du bien. Et je vais évidemment aborder en détail les raisons pourquoi tu vis ici, parce que je trouve que c'est super intéressant en plus de travailler dans la mode sans être à Paris. Mais avant de commencer, je vais évidemment te poser la première question habituelle. C'est le titre de ce podcast, Everything Happens for a Reason. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Bonjour Lily, du coup bienvenue. Je suis très contente de te recevoir également ici, surtout si ça a une résonance pour toi. Je pense que c'est pas anodin. Et ça peut participer déjà à la réponse de ta première question. Effectivement, Everything Happens for a Reason, c'est vraiment, je ne crois pas au hasard, et je pense que tout est plus ou moins écrit, on va dire. Donc il suffit de trouver son chemin, mais je pense que si on sait un petit peu faire attention à ce que la vie nous offre, disons, on peut ouvrir de belles portes. Ah, très joli. Justement, alors avant de parler de toutes ces portes, reprenons un peu ton chemin, et j'aimerais que tu nous expliques ton parcours, parce que tu as fait des études de design, de mode, etc. Donc raconte-nous un peu comment tu as commencé. Bien sûr. Alors donc déjà, je suis originaire de la région toulousaine, du Tarn exactement. C'est pas ça. Tout à fait. C'est l'Occitanie. Occitanie, oui. J'ai très rapidement voulu faire des études d'art
parce que en fait par rapport à l'expérience professionnelle que mes parents ont, ils ont un atelier de fabrication. Du coup, j'ai été plongée très rapidement dans des matières, des couleurs, voilà, l'envie d'être designer, d'être styliste en fait. Donc je suis partie faire des études d'art. J'ai fini mon parcours scolaire, on va dire, à Paris, à l'atelier Chardon-Savart. Grande école. Voilà. J'ai fait quelques petits breaks, on va dire, pour voyager aussi un petit peu, parcourir le monde et puis m'enrichir d'expériences qui m'ont servi et qui me servent encore aujourd'hui d'ailleurs aussi dans mon métier. J'ai travaillé quelques années à Paris et puis j'ai décidé il y a 6 ans maintenant de m'installer, de revenir dans le sud-ouest, mais un peu plus sur la côte. Et alors juste je rebondis parce que tu disais j'ai aussi voyagé et toutes ces expériences elles me servent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en tête par exemple qui pouvait paraître un peu anodin, voire un grand détour et qui te sert aujourd'hui? En fait, quand je suis partie voyager, j'ai vraiment été dans la découverte de moi-même. Enfin, c'était un petit peu un côté effrayant, partir seule. J'étais assez jeune, j'avais à peine 20 ans et c'était le challenge. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, donc 10 ans après, ce que je me dis, c'est que l'aventure d'être à son compte, c'est aussi un challenge. Et j'essaye souvent en me souvenant en fait de cette vision des choses et ce que ça m'a apporté, un peu cette assurance aussi en ce que j'étais capable de faire. Donc j'essaie de me souvenir de ça régulièrement pour l'appliquer quand tu doutes par exemple et de te reconnecter à cette force-là. Génial. Exactement. J'essaie de l'appliquer tous les jours quand j'ai des petits soucis dans le quotidien, en tout cas liés au travail, de me dire que ça me plaît de relever les challenges. Voilà. Exactement. Alors, tu parlais évidemment de l'atelier, de l'entreprise de tes parents. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est une grande partie, évidemment, de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais tu es surtout d'abord designer, en effet. Et je trouve ça très intéressant parce que tu as ton site en ton nom. Donc, tu communiques vraiment en ton nom propre, mais pour des prestations qui sont finalement ce qu'on dirait presque en marque blanche, c'est-à-dire où on ne voit pas ton nom apparaître. Donc c'est assez intéressant. J'aimerais vraiment qu'on aille creuser toute cette dimension-là parce que il y a plein de questions qui me viennent évidemment, mais notamment déjà comment tu peux à la fois communiquer en ton nom propre, mais ensuite le faire au profit d'une marque. Puis je trouve finalement qu'on a presque quelque chose d'assez parallèle, toi et moi, parce que c'est un peu la même chose. Je communique en mon nom propre, mais je dis pas avec qui je travaille forcément et ni ce que je fais, et tout ça c'est très confidentiel. Donc je trouve qu'il y a un peu des parallèles. Donc voilà, comment t'es venue cette idée-là déjà d'être designer freelance? Comment ça a commencé finalement? Comment ça a commencé par un souci purement pratique, c'est que j'avais plus du tout envie de rester à Paris. J'avais envie de revenir un petit peu aux sources, on va dire, et puis surtout de profiter de la nature. Du coup, forcément, faire de la mode quand on n'est pas à Paris, c'est pas le plus évident. Donc, je me suis mise en freelance. Donc, en fait, c'est vraiment ton envie de déménager, de venir ici, qui a eu un impact. Enfin, c'est dans ce sens-là. Les deux. Ouais, les deux. Honnêtement, les deux. Parce que je pense que ayant toujours eu des parents qui étaient à leur compte, mon frère aussi, par exemple, a sa propre entreprise. Donc, on a un peu, un esprit plutôt entrepreneur. Donc oui, il y a eu une évidence à un moment donné où j'avais envie de faire un projet pour moi. J'avais pas forcément envisagé de faire toute une carrière dans une maison de mode. Donc j'ai fait mes armes, j'ai fait mon expérience qui a été très bien, mais il y a eu un moment où je me suis dit allez, lance-toi, et puis avec parallèlement l'envie de déménager, donc en fait tout est arrivé un petit peu pour se répondre Génial. Et alors tu parlais de déménager, justement sur ton site, j'ai beaucoup aimé, tu parles tu dis mes activités et mes clients n'ont pas de frontières. Oui, effectivement. Et finalement je trouve que ça se ressent même c'est très important de ne pas avoir de frontières, même créatives.
tout à fait. C'est un peu ça aussi. Bien sûr. Justement, je nourris beaucoup ma créativité grâce au voyage. C'est vraiment une partie de ma personnalité qui est très importante pour moi au quotidien. Et voyager, c'est quelque chose que je peux faire justement parce que je suis à mon compte. En fait, c'est ça. Tu as besoin de cette liberté d'action, Oui. Et alors, tu parlais de challenge parce qu'évidemment, il y en a beaucoup dans le fait d'être seul, quand même aussi, à son compte, etc. Est-ce que tu as trouvé que de commencer à retravailler donc, avec Cordis, on va encore y venir un peu tout à l'heure, mais avec tes parents, est-ce que ça t'aide à être aussi une meilleure freelance à côté ou il n'y a pas spécialement de rapport? Mais de se sentir ce soutien d'un côté, tu vois, cette assurance d'être directrice artistique de la maison Cordis, tu vois, c'est comme si, parce que parfois quand on est freelance, on peut sentir ce besoin d'avoir quelque chose un peu sûr, d'un peu assis. Complètement. Alors, il est vrai qu'il y a cette assurance-là, effectivement, de se dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu sûr et assis, comme tu le dis. C'est très bien dit d'ailleurs. Cependant, travailler avec ses parents, travailler en famille, c'est jamais très facile. Bien que ça se passe quand même assez bien. Je travaille surtout avec mon père, puisque ma mère maintenant est à la retraite, donc elle a quitté l'entreprise. Je travaille surtout au quotidien avec mon père, donc je pourrais énumérer tout un tas de choses en fait pour expliquer à quel point c'est facile, mais à quel point c'est aussi encore plus compliqué. Et pourquoi trouver justement ce rapport, cette relation qui doit quand même être professionnelle malgré le fait qu'on n'est pas renté. C'est vraiment pas évident au quotidien quand on a à faire face à certains problèmes. Par exemple, quand j'ai des problèmes de production, eh bien, il est sûr qu'il faut que je trouve un moyen et que parfois il faut un petit peu changer le ton, on va dire, mais sans dépasser les bornes, puisqu'évidemment je m'adresse à mon père. Voilà, donc mais c'est hyper intéressant. Enfin, je pense qu'on a trouvé un équilibre qui a mis un peu de temps à venir, c'est sûr, mais aujourd'hui on a un véritable équilibre. On travaille très bien l'un avec l'autre, donc lui, il a vraiment un côté technique. Voilà, lui, il est vraiment en charge de tout l'atelier de production, c'est ça, voilà. Exactement. Donc lui, il s'occupe de toutes les productions des collections Cordis. Quand moi je m'occupe en fait du reste, c'est-à-dire déjà le design et puis ensuite ce qui vient graviter autour de la collection, donc la communication, exactement, le marketing. Bon, je suis aussi très bien entourée d'une équipe. En fait, je travaille avec des freelances. Avec des freelances. Oui. Ah ouais. Oui. Oui, puisque aujourd'hui déjà, j'ai pas la capacité d'embaucher à plein temps. On n'en est pas encore là avec Cordis. J'espère un jour. Ouais. Et puis, étant moi-même freelance, ayant d'autres clients, qu'il faut que je fitte dans mon planning, je trouvais ça aussi intéressant de travailler avec des gens qui partagent cette façon en fait complètement de cette travailler, dynamique c'est hyper intéressant, je trouve. Finalement, je trouve qu'on arrive et principalement depuis le Covid, on a gagné en flexibilité dans le travail, dans le temps de travail aussi. J'ai l'impression qu'on arrive enfin à plus équilibrer temps perso, temps pro, pas uniquement grâce à l'activité freelance, mais quand même globalement, je pense que c'est devenu tellement vital que ça s'imprime de plus en plus, même chez les dirigeants, même dans les grandes entreprises, avec le télétravail, mais pas seulement. Donc je trouve ça vraiment super intéressant aussi, comme tu le dis, de travailler avec des freelances qui donc ont ce même mindset finalement. C'est ça. Qui vont forcément comprendre aussi toi, tes challenges, tes besoins. Et donc, tout ça s'imbrique avec beaucoup de fluidité. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, j'aime travailler avec des gens qui peuvent m'apporter des choses, m'enrichir. En fait, je cherche pas forcément à avoir un management un peu à l'ancienne. Voilà, moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis dans une équipe qui doit se répondre, qui doit se comprendre. Et au même titre où j'attends des gens avec qui je travaille qui puissent comprendre aussi ma façon de travailler, je suis très flexible sur leur façon de travailler. Et je pense que ça permet aussi de les impliquer plus dans le projet. Ça permet vraiment de faire en fait que ça soit bénéfique à tout le monde. Voilà. Parce que c'est important que les personnes avec qui je travaille se sentent vraiment personnellement impliqués dans ce qu'ils font, qu'ils aiment, qu'ils apprécient, qu'ils soient épanouis aussi de leur côté, quoi.
Et tu vois, tu parlais de management et ça m'a fait penser à quelque chose. Déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie. Exactement. Voilà, donc, et que souvent, le management implique une hiérarchie. Oui. Et ce n'est pas forcément indispensable. Par contre, ce que tu dois avoir, j'imagine, c'est du leadership. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend aussi au jour le jour. Hein. Alors, j'ai encore une fois la chance d'être entourée de personnes qui m'accompagnent, qui m'encadrent vraiment très bien et qui sont tout à fait... avec qui en tout cas je peux être tout à fait à l'aise si parfois j'ai quelques doutes ou je leur demande tout le temps leur opinion. Voilà, je vais pas essayer de vendre, disons, quelque chose que je ne suis pas. Si parfois j'ai besoin aussi de leur soutien, j'hésite pas à le demander et c'est ça qui est important en fait. Je pense que quand on travaille de manière bienveillante, quand on sent qu'on est entouré, finalement, le leadership, il se met en place un petit peu tout seul aussi. C'est vrai, voilà. Très naturellement. Exactement. Ouais, c'est super. Ouais, j'adore. Très intéressant. Il y a beaucoup de questions qui me viennent. C'est terrible parce que je me dis, il ne faut pas que j'oublie ça, mais donc, comment vous travaillez concrètement, par exemple, au jour le jour ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez quand même des moments où vous faites des réunions ? Oui, bien sûr. Ouais. oui, tout à fait. En physique, ou est-ce que c'est que en distanciel ? Alors, comme je travaille donc avec une personne qui est à Marseille, 3 personnes même qui sont à Paris, et moi étant ici sur la côte, c'est vrai que les réunions physiques sont plus compliquées, bien que... un peu indispensable de temps en temps. Voilà, exactement. On s'en rend compte, ouais. Donc, quand on a des événements, par exemple à Paris, comme là, on organise un événement fin novembre, on va toutes se retrouver. Alors, je dis toutes parce que c'est que des filles, que des femmes. C'est pas forcément voulu, mais c'est bienvenu en tout cas. Je suis très contente de cette équipe 100% féminine. Du coup, on va toutes se retrouver et je sais que ça va nous faire du bien. Après, effectivement, toutes les semaines, on commence notre semaine avec une réunion qu'on fait en visio. Voilà, on met les choses un petit peu à plat, on organise notre semaine chacune de notre côté, et puis ensuite on est tout le temps connectés, quoi. Enfin, franchement, avec le téléphone, les mails, on passe nos journées à échanger, à se parler, grâce à... Mais est-ce que c'est pas trop de sollicitations aussi ? Parce que je me demande, c'est vrai que cette connexion, tu vois, moi par exemple, j'ai décidé de ne pas mettre mes mails sur mon téléphone. Oui. Donc parfois, les gens, c'est-à-dire que soit juste je suis en journée, que je me déplace, j'ai mon iPad pour checker les mails de temps en temps, ou je ne les mets même pas, et parfois c'est juste le matin et le soir que je vais regarder mes mails, et ça peut un peu étonner, mais c'est ce que j'ai trouvé comme meilleur moyen pour mon écologie personnelle. C'est-à-dire que je sais que sinon, je passerais ma journée à regarder, alors que, non, il faut que je suis... alors, je suis complètement polluée. Oui, voilà. Je t'avoue. Ça, c'est difficile, ouais, non ? Je suis vraiment polluée. Ça, c'est difficile, surtout que quand on est freelance, finalement, on n'a pas vraiment d'horaire. Donc, moi, il est vrai que je peux travailler le soir, je peux travailler les week-ends. Et en fait, je me rends compte dernièrement, en plus, c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, donc c'est assez marrant qu'on en parle. Je me rends compte que quand je suis même avec des amis dans des moments complètement off, j'ai tendance à répondre, à regarder mes mails, et dès que je suis sollicitée, en fait, j'essaye d'être présente, puisque de toute façon, si on me sollicite, c'est qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui travaille, donc il faut que je sois disponible. Et ça, c'est compliqué, effectivement, parce que voilà, on est un peu moins dans le moment présent avec les amis, par exemple, avec lesquels on va passer un certain temps. Et je pense que c'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille. Mais je pense que ça vient un peu plus avec le temps, finalement, aussi. Mais tu vois, je dis ça, même moi, ça m'arrive en famille. Tout d'un coup, je vois un client qui pose une question. De la même façon, je me dis, il faut que je réponde. Donc, c'est très compliqué de se discipliner. Exactement, c'est une discipline. Vraiment. Ça. Et de se dire, OK, non, là, c'est le temps perso. Là, c'est le temps de la famille. Même là, ça peut être le temps du cinéma, juste seul aussi. Enfin, moi, je vois que je suis obligée de m'imposer parfois des temps vraiment où je ne peux pas répondre et d'essayer de même d'éteindre le téléphone, etc. Alors pour ça, moi j'ai quelque chose qui est très efficace. Alors déjà, je tiens à dire que même l'idée d'être tout le temps devant un écran,
Je trouve que c'est assez compliqué, honnêtement. Après, on peut pas avoir, on peut pas tout avoir. Hein. Il y a forcément des contraintes, mais je trouve quelque chose de très efficace là-dessus. Par rapport à ça, pardon, c'est d'aller surfer. J'allais le dire, j'étais sûre, évidemment. Bah ouais. Alors, ça peut paraître un peu, rêveur quand je dis ça, mais en fait, vraiment, j'ai choisi cette vie et vraiment les moments où je suis face à un problème, j'ai pas de solution tout de suite, j'ai l'esprit embrouillé, pardon. Les esprits. Tout est. On est plusieurs dans ma tête, peut-être, c'est pour ça, sans doute. Quand les idées qui ne viennent pas, quand il faut aussi être créatif, en fait, j'ai besoin de couper, je vais surfer. Ça c'est la meilleure réponse en fait. Et ça vide la tête, ça remet dans une énergie qui est incroyable, qui permet de repartir pour encore. Parce que d'abord, tu as la connexion au corps. En fait, et à la nature. Et c'est ça qui est génial avec le surf. Moi, j'en ai fait il y a longtemps. Hein, mais je comprends tout à fait. C'est-à-dire que... Et puis, tu as cette humilité face à l'océan qui sera toujours plus fort que nous. Ça, il faut le savoir. Là, on le voit en ce moment, on a une énorme tempête avec des vagues, submersion, etc. Enfin, c'est impressionnant. Et on est tout petit et ça fait du bien aussi je pense de se reconnecter à cette humilité nécessaire surtout quand on est dans des métiers comme ça de conception où parfois ça peut monter vite. Et il y a vraiment une idée de méditation en fait. Il y a aussi de ça. C'est vrai que finalement quand on est dans l'eau on coupe tout. On ne peut pas se faire polluer, quoi. Et puis évidemment, j'ai pas mon téléphone dans ma poche, donc dans la combi. Donc déjà d'un point de vue très physique, Exactement. Ça aide. Et ça, je te comprends. Alors, il y en a d'autres qui vont choisir le sport aussi. Enfin, de toute façon, le surf, c'est un sport, hein, c'est très physique. Mais ça peut être la marche aussi. Mais en tout cas, de tout de suite repasser par le corps, de faire redescendre littéralement. Quand ça bouillonne là-haut, de tout faire redescendre. Et après, chacun trouve ses techniques. Mais j'avoue que si tu es venu ici tout à l'heure, tu disais je veux pas passer la journée devant un écran. Bah oui, si tu es venu ici, c'est pas pour être la journée devant un écran. Là, tu as un jardin en plus. C'est exactement pour avoir cette connexion à la nature là. Et tu vois, justement, j'allais te poser cette question. En quoi le fait de vivre, finalement, là où on part en vacances, ça a un impact au-delà de ta créativité, mais même sur ton environnement, sur ta façon de travailler, sur ta méthodologie de travail. Parce que je pense que ça a un impact même qui est peut-être inconscient, mais la façon, tu vois, ce que tu viens de dire, quand ça va pas, je vais surfer, ça c'est une chance inouïe, mais justement, tu l'as choisi. Complètement. C'est une très bonne question. Oui, je dirais que l'envie de pouvoir être assez libre dans sa journée. Alors, encore une fois, tout est relatif. Hein. J'ai évidemment des contraintes comme tout le monde. Mais l'idée de pouvoir organiser son temps de travail en fonction par exemple, d'un sport, comme le surf, d'une activité, ou en fonction de ses besoins. En fait, déjà, la première chose, ça m'a permis de me reconnecter à mes besoins fondamentaux. Mais ça a été une évidence. C'est-à-dire que j'ai un style de vie qui est beaucoup plus sain. Je profite vraiment de la nature. J'ai aussi découvert certains aspects de la nature que je ne connaissais pas et qui sont importants pour tout être humain, on va dire, d'un point de vue beaucoup plus général et global. L'idée d'aller marcher dans la forêt, par exemple, pour aussi se ressourcer. Tout un tas de choses, en tout cas, que j'ai envie de me permettre au quotidien dans ma journée dès que j'en ai besoin. J'avais pas en fait envie de m'enfermer dans des bureaux de 8h à 19h et puis se dire que quand on sort il fait déjà trop nuit pour profiter ou voilà. Donc en fait j'essaye de m'organiser un peu comme j'en ai besoin sur l'instant en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a des moments où le fait de pas être à Paris, tu le ressens quand même comme une contrainte ou une frustration? Oui, bien sûr. Alors déjà, quand je me suis installée ici, dans le sud-ouest, il y a vraiment eu une période de deuil un peu de tout ce que je vais rater ou de, je sais pas, une carrière qui n'existera plus. Bon, alors c'est très bête, hein, mais parce qu'on peut tout à fait faire carrière ailleurs qu'à Paris, évidemment. Et puis, mais il y a quand même eu cette idée de deuil de quelque chose que je n'aurais plus. Alors effectivement, on a quand même
moins de possibilités, on va dire, culturellement, réseau, bien que depuis les années Covid, voilà, il y a énormément de gens qui sont venus. Enfin, là, je vois le monde on est là dans les vacances de la Toussaint, j'ai l'impression qu'on est en plein été. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'installer vers ici ou comme ailleurs, je pense, en France, et il y a quand même le réseau qui se fait aussi ici. Pour tout dire, parfois je rencontre des gens à Paris qui me disent « Ah, j'ai travaillé avec un tel qui est à Biarritz ». Enfin, bon, voilà, ça va vite en fait. Donc aujourd'hui, non, je ressens plus trop ce manque de Paris, en tout cas dans mon travail, parce que j'arrive quand même à trouver un bon équilibre et surtout, je vais souvent à Paris. Ah voilà. Ouais. J'ai quand même besoin d'y aller pour travailler, pour rencontrer par exemple des clients ou des fournisseurs. Donc j'y vais et c'est cette petite dose qui me fait du bien. D'avoir inversé finalement le rythme. Oui, au lieu de venir régulièrement sur la côte. Voilà, maintenant tu es basé ici et tu viens de temps en temps. Donc je n'ai plus besoin d'être à Paris dans mon quotidien, mais oui, effectivement, il y a quand même, une petite dose de Paris quand même. Qui est nécessaire. Tu vois, moi qui suis née à Paris, born and raised in Paris, comme on dit, et donc je suis partie à l'âge de 14 ans pour venir donc à Osgore. Et souvent on me pose la question, ou même je me la pose évidemment, est-ce que je pourrais revenir vivre ici par exemple? Alors je pense que je pourrais pas revenir ici exactement, mais même avec mon mari on commence à se poser des questions par rapport à la qualité de vie dont on a envie pour nous, pour notre fils, et c'est vrai qu'on a un vrai besoin de nature, et je dois dire que d'inverser justement, de se dire on continue quand même à garder ce lien à Paris parce que lui aussi il est parisien et je sais que c'est quelque chose de très profond, mais c'est de plus en plus fatigant, il faut le dire, voilà. Et je trouve ça assez reposant et c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que tout n'est plus à Paris nécessairement maintenant. Et en effet, grâce beaucoup au Covid, parce que donc beaucoup de gens ont quitté Paris, notamment la Bretagne, etc. Enfin voilà, on le sait. Ça, après, il y a les effets sur le dumping immobilier, malheureusement, mais même ici, d'ailleurs. Je sais que quand on veut louer un logement, enfin voilà, à l'année, c'est impossible. C'est très compliqué. En fait, à l'année déjà, oui, c'est carrément impossible. Voilà, donc. Et puis évidemment, les prix de l'immobilier. C'est devenu des prix parisiens. Moi, j'ai un peu halluciné. Bref, toute cette parenthèse, mais pour dire que je trouve que c'est plutôt c'est bon signe de voir que on commence finalement même dans l'humanité, pour parler un peu plus quantiquement, mais de se dire on commence à se centrer, comme tu le disais, sur nos besoins plus fondamentaux, et forcément ça a un impact très positif sur notre travail, sur la qualité de ce qu'on fait, complètement, de comment on le fait. Et donc de comment on travaille en équipe. J'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu as une équipe, et avec sur qui tu te reposes aussi. Voilà, bien sûr. C'est complètement toutes ces interconnexions. C'est ça, ce sont de vrais échanges en fait. Je pars du principe que je peux autant apprendre des autres qu'ils peuvent apprendre de moi, et qu'il n'y a pas, tu en parlais justement, il n'y a pas une hiérarchie pyramidale. Mais c'est vraiment juste une espèce d'interconnexion qui fait qu'on travaille tous ensemble dans un but commun, et ça change beaucoup la donne. Et donc, alors, Cordis, c'est une très belle marque. Donc, les ateliers sont à Groslay. À Groyer. À Groyer, on prononce, pardon, tu vois, je ne connaissais pas, donc c'est une charmante commune du Tarn, j'ai vu des photos, c'est très joli. Et alors, est-ce que tu peux, avant de nous reparler un peu de ta façon de travailler avec notamment ton père, etc., tu peux nous expliquer un peu l'histoire comment tes parents ont repris? Je crois que c'était des ateliers qui existaient. Parce qu'en fait, j'ai vu que la filière cuir remonte au Moyen-Âge là-bas. En fait, Groyer, c'est vraiment le berceau du cuir en France. Enfin, en tout cas, surtout dans le sud-ouest. Mais ça a eu un rayonnement incroyable depuis le Moyen-Âge. Je pense jusque dans les années peut-être 70 ou 80. En fait, c'est une ville qui est quand même très industrielle. Donc je disais charmante petite.
La campagne autour est très charmante. La ville en elle-même, bon, c'est charmant. Hein. Tu sais, il y a d'ailleurs des maisons qui sont très, très, très anciennes. Enfin, si on veut visiter, il y a vraiment une histoire qui est très vieille à Groyay. Et justement, toute cette histoire, elle tourne autour des métiers du cuir, que ça soit les tanneries, que ça soit les maroquineries, enfin... Bref, et il y a encore beaucoup de gens qui travaillent le cuir. Alors, bien moins qu'à une certaine époque, malheureusement. Mais il y a encore des gens qui travaillent le cuir et qui sont connus. J'ai des clients qui se fournissent chez certains fournisseurs qui sont à Groyay, des clients de Paris, par exemple. Voilà. Donc, mes parents, c'est vrai, ils ont acheté un petit atelier qui existait déjà, mais qui était vraiment en déclin. Je pense que ça devait être dans les années 80. Ouais, c'est ça. Et très vite, ils ont décidé Alors, ils ont trouvé des clients, mais très rapidement, ils ont décidé de lancer leur marque. Ça, c'est surtout pour l'époque. Je pense que c'était hyper innovant parce que fallait oser justement en plus être sur un marché assez concurrentiel. Exactement, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait quand même beaucoup moins des accessoires qu'aujourd'hui. Des accessoires de mode, donc maroquinerie, voilà, ou ceinture aussi. Je crois qu'ils ont fait de la ceinture à un moment donné. Et bref, ils se sont lancés. Cette marque a quand même existé pendant plusieurs années, mais c'était quelque chose de très classique, des cartables, des portefeuilles, des petits porte-clés. Enfin, ça restait vraiment de la maroquinerie pure et dure. Voilà. Et puis petit à petit ils ont commencé à devenir assez renommés, on va dire, parce qu'ils fabriquaient également pour d'autres marques, pour des grandes maisons qu'on va évidemment pas citer. Non, on n'a pas le droit, mais ils n'ont pas tout de suite fabriqué pour des grandes maisons, mais en fait petit à petit ils ont commencé à prendre de l'ampleur. Beaucoup de marques, donc de maroquinerie françaises. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand ils se sont retrouvés justement avec énormément de travail et puis des maisons de plus en plus importantes qui veulent collaborer avec eux, ils ont décidé d'arrêter la marque parce que voilà, ils ne pouvaient pas se concentrer sur les deux en même temps, je dirais. Donc cette marque finalement donc elle a été en sommeil. Oui, exactement, elle a été en sommeil depuis, je dirais, peut-être les années 90-2000, okay. C'est ça. Donc ça faisait 15-20 ans que c'était en sommeil. Et donc depuis, comment est venue l'idée de la réveiller? Voilà, depuis que je suis en freelance, il y a 3 ans, j'ai décidé il y a bien plus longtemps que je suis en freelance, mais il y a 3 ans, j'ai décidé de reprendre cette marque parce que j'avais envie de lancer un projet personnel, disons, au lieu de travailler tout le temps pour d'autres clients. C'est une question que je voulais te poser aussi, justement. Ouais. Okay. Donc, je travaillais pour d'autres clients et puis j'ai décidé de me consacrer à mon propre projet. Et au fur et à mesure de la discussion... Non, d'ailleurs, c'était pas vraiment tout de suite par une discussion, c'est parce que j'ai commencé en étant freelance à travailler pour des clients de mes parents qui cherchaient des designers. En fait, donc, ils fabriquaient chez mes parents, mais ils cherchaient aussi des designers. Donc, mon père, forcément, leur disait « j'ai quelqu'un sous la main ». Donc, j'ai commencé à travailler la maroquinerie et j'ai adoré. Je me suis découvert, je ne sais pas, parce que finalement j'ai toujours eu un peu un pied dedans. Mais disons que quand j'ai fait mes études, j'ai voulu, et quand j'ai commencé à travailler à Paris, j'ai voulu un petit peu prendre mon indépendance, on va dire, par rapport à ce que mes parents faisaient et travailler dans le vêtement. Et en fait, je me suis rendu compte que faire des sacs et puis surtout en cuir, la maroquinerie et le lier avec l'artisanat d'art, que ça représente le savoir-faire qui se perd un petit peu. Alors ça revient là, mais qui s'est perdu en tout cas pendant des années. C'était ce qui m'intéressait en fait. C'était vraiment un angle d'attaque par lequel j'avais envie de travailler dans la mode. Voilà. Ok, super. Alors, tu vois, on parle justement en effet de ces métiers qui... Alors, je me posais une première question, mais est-ce que ce sont des métiers plutôt féminins ou masculins, ou est-ce qu'il n'y a pas du tout autant de genre que ça? Parce que souvent dans les métiers d'art, tu vois, l'artisanat, oui, je vois. ou en tout cas, il y a des
c'est tellement technique, c'est très pointu, oui. Que parfois, voilà, la tannerie, ça va plutôt être masculin, par exemple, la coupe plutôt féminin, je sais pas. Hein, mais... Je crois qu'on est en train de sortir de ces carcans-là, et tant mieux. Mais oui, effectivement, il y a comme une petite image traditionnelle, on va dire, de les femmes qui sont plutôt à la machine à coudre et puis les hommes qui sont derrière les machines, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, bon, c'est vrai que dans l'atelier, par exemple, de mes parents, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas forcément voulu. Simplement, c'est vrai qu'on a besoin de personnes qui sont par exemple très minutieuses pour certains postes de travail, et puis on a besoin de personnes qui ont plutôt de la force pour d'autres postes de travail. Donc ça se fait plus. Donc ça se fait naturellement, mais bien que nous avons aussi des hommes qui font de la couture à merveille, et puis on a aussi des femmes qui portent des pots toute la journée, et c'est ok en fait. Est-ce que vous ressentez, donc tu disais que ces métiers disparaissent un peu, j'ai l'impression que dans tout l'artisanat d'art, on a cette terrible perte des savoir-faire, parce que les jeunes ne sont pas intéressés, que ce sont des métiers très durs, il faut le dire quand même, donc ils sont pas intéressés déjà parce que c'est pas forcément des salaires de dingue, c'est pas des métiers qui font autant rêver qu'à une époque, et donc on perd vraiment, et enfin je sais qu'il y a vraiment des métiers qui ont disparu déjà, et c'est terrible, alors qu'on est le pays de l'artisanat d'art, quoi. Enfin, un des pays vraiment en Europe très très fort. Et donc, est-ce que vous avez du mal là à recruter, à renouveler l'équipe? C'est très compliqué. Alors, il y a un engouement qui est en train de revenir quand même depuis quelques années. Je pense que ça a été beaucoup dû à des formations de certaines grandes marques, qui aident un petit peu à redorer le blason de l'artisanat. Et heureusement, c'est vrai. Mais quand on est indépendant, quand on n'appartient pas à un grand groupe, ça reste très compliqué. C'est ça, parce que les grands groupes, comme tu le dis, c'est plutôt facile pour eux de recruter, et encore que. Mais et c'est l'image en fait, parce que les gens ont envie de travailler forcément là où la renommée est, il faut que ça fasse rêver. Alors c'est vrai que c'est compliqué de garder des personnes. Aujourd'hui, je trouve que le plus compliqué, c'est de les garder vraiment sur de longues années, parce que les jeunes ont envie d'avoir plein d'expériences. Exactement, ils ont envie d'avoir 15 vies, et en même temps je comprends. C'est vrai que de se dire qu'on trouve un travail et on le garde toute notre vie, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques générations. Donc ce qui est dur, c'est qu'on leur propose de les former, on les forme, mais on sait que c'est en fait un travail, quand on travaille dans l'artisanat, c'est une expérience de chaque jour en fait. Donc c'est le genre de travail qu'on acquiert avec des années d'expérience, et finalement on a l'impression qu'on a du mal à garder cette expertise indoor. Ça doit être très frustrant. Donc ça c'est un peu frustrant effectivement, surtout qu'on a vraiment cette envie. Alors mon père est quelqu'un d'extrêmement passionné, et on a cette envie de transmettre. Lui en tout cas a vraiment cette envie de transmettre, et moi j'ai ce désir de perpétuer. Exactement, de perpétuer. Bien sûr. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout, et c'est maintenant que Cordis justement est en train de renaître depuis quelques années sous ton impulsion principalement, il sera peut-être, en tout cas je l'espère pour vous, de plus en plus simple justement d'abord de recruter, mais surtout de garder les équipes. Alors c'est vrai qu'avec ce management, on parle de incentive, etc. Justement, de qu'est-ce qui va faire qu'on va motiver les équipes à rester, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise comme bénéfices sociaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que c'est difficile en plus quand on est quand même une entreprise familiale. D'abord de perpétuellement se remettre en question. Je pense que c'est plus compliqué que dans des grands groupes où il y a des gens qui sont même payés juste pour faire la remise en question. Bien sûr, c'est ça. Alors, je pense que pour avoir justement travaillé un petit peu à Paris dans des maisons et avoir vu comment ça se passe ailleurs, je pense que j'apporte ça un petit peu à l'entreprise. En tout cas, dans la réflexion, on discute beaucoup, on échange énormément avec mon père sur ce genre de sujet aussi. Comment faire améliorer l'entreprise, que ce soit d'un point de vue interne, humain,
C'est-à-dire voilà, comment mettre en place un cadre de travail qui est le mieux pour toutes les personnes qui travaillent avec nous, tous nos artisans. Leur donner envie de rester, mais aussi faire améliorer l'entreprise d'un point de vue, par exemple, écologique, pour l'économie d'énergie. Enfin, bon, il y a plein de questionnements, évidemment. Et ça, c'est vraiment un parallèle qu'on fait avec comment faire évoluer la marque. C'est vrai que parlons-en, parce que c'est un des fondements de la marque. C'est quand même justement de consommer et donc produire moins mais mieux. Oui. Et ça, c'est inscrit dans votre manifeste. Enfin, c'est très fort. Vous êtes vraiment une marque engagée et j'adore ça. Et puis, il y a aussi toute cette notion d'upcycling. Oui. Parle-nous un peu de cette démarche-là. Bien sûr. En fait, je me suis rendu compte très rapidement en travaillant dans la mode que, de toute façon, on le sait, c'est pas... C'est l'industrie qui pollue le plus après celle du pétrole, exactement. Ouais. Très tôt, même quand j'étais encore à Paris, je me suis posé des questions par rapport à justement l'éco-responsabilité, par rapport à où va-t-on dans cette route, sur cette route de l'industrie et puis d'avoir besoin de toujours plus consommer. Bref, en fait, il y a un moment donné où j'ai mis un gros frein moi-même dans ma vie sur ma façon de consommer et j'ai voulu repenser tout ça. Et quand évidemment j'ai voulu faire mon projet, il était indispensable pour moi de le faire d'une manière qui corresponde à mes valeurs personnelles. Donc c'est comment travailler dans la mode sans en fait participer à une industrie qui pollue. La réponse, je l'ai trouvée en essayant d'appliquer tout ça à Cordis. Donc effectivement, Cordis aujourd'hui utilise des cuirs qui sont issus de stocks dormants. Donc c'est des cuirs qui seraient soit oubliés dans un coin ou soit même détruits. Donc pour éviter ce gaspillage, je récupère en fait ces cuirs, je les rachète et je fais des collections qui sont très exclusives, qui sont en toutes petites séries. Et pour prendre le contre-pied de ça, ce que j'explique, c'est que finalement, c'est pas mal parce qu'on peut avoir des produits qui sont quasiment uniques. Et donc, du coup, le contre-pied, c'est mettre en avant la qualité du produit et se dire, finalement, si on vend moins, mais qu'on vend mieux, c'est OK. Parce que il y a quelques générations de ça, on pouvait se transmettre des sacs en cuir, on pouvait se transmettre. Ouais. Et c'est ça aussi la beauté d'un produit en cuir. C'est qu'il il traverse le temps, il se patine aussi avec le temps. C'est magnifique. Et l'histoire. Et l'histoire, exactement. Donc aujourd'hui, on a envie de revenir à ça, en fait. Un produit si on l'entretient un minimum, bien sûr, mais qu'on puisse presque se léguer, en fait. Exactement. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent tout de suite. La première, c'est finalement... Parce que tu conçois en partant de la matière, au lieu de dessiner d'abord, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que alors, je dessine, j'ai quand même mes dessins. Voilà, ok. C'est pas la matière qui va un peu faire naître le dessin. Alors, si, évidemment. Voilà. C'est que j'ai quand même le dessin, je sais ma forme, je sais ce que je veux. Voilà, je la pense aussi en fonction un petit peu des tendances, c'est normal, même si j'essaye de faire des modèles quand même qui traversent le temps, qui sont un peu intemporels, mais il y a toujours on est toujours influencé de toute manière par ce qui se passe. Et donc ensuite, ça devient, la contrainte nourrit ta créativité. Oui, exactement, parce que plutôt que d'aller commander des cuirs dans certains coloris qui sont les coloris de l'été prochain ou j'en sais rien, moi je vais regarder ce que j'ai sous la main, je vais sélectionner, je vais faire ma carte en fait, ma gamme de couleurs comme ça, et au final ça vient nourrir, c'est-à-dire que j'ai peut-être une idée d'un dessin, mais je ne sais pas vraiment ce à quoi ça va ressembler avant d'avoir trouvé les matières. C'est fou parce que ça peut presque être frustrant pour un créateur. Ouais. Mais voilà, toi, c'est devenu la force. Et c'est comme, voilà, ça, et justement, je me laisse surprendre. Ah, génial. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je dessinais la prochaine collection. Et puis, j'étais très, très sûre de mes idées en termes de dessin. J'avais un peu une image de ce que je voulais.
Et finalement, quand j'ai fait mes petites incrustations avec les matières que j'ai trouvées, j'ai été vraiment très surprise par certains modèles où je me suis dit ah ouais, quand même ça le fait. Ou alors l'inverse, non ça marche pas du tout, bon on abandonne l'idée quoi. Mais ouais, c'est voilà, du coup ça suscite un petit peu les. Très bien. Et alors la surprises. Deuxième question, c'est que là je vais parler plus business parce que évidemment on va se dire ok, on produit moins. Alors vous faites à la fois du B2B et du B2C, oui, c'est-à-dire on commence business, le B2B là, donc business to business, business to consumer. Donc voilà que je traduise, mais donc le B2B c'est de vendre à des points de vente, et le B2C c'est de vendre en direct grâce à votre e-shop. Et comme point de vente, j'ai vu que vous étiez notamment chez Jogging à Marseille, qui est un concept store fabuleux fondé par Olivier Amsalem, tout à fait, que d'ailleurs j'adorerais accueillir dans ce podcast. Petit message passé. Petit message. Et même à la boutique de la Villa Noailles, j'avais interviewé Jean-Pierre Blanc il y a quelques temps. Donc des points de vente très pointus. Oui. On est au printemps à Paris aussi. Et au printemps à Paris. Alors voilà. Mais alors, comment on fait quand on est une marque comme ça, qui est dans l'éco-responsabilité, donc la slow fashion, comment on fait pour quand même se développer en termes de business, en termes de chiffres, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, bien sûr, alors qu'on produit moins, et que vous êtes quand même à un price point, à un positionnement de prix qui est plus que raisonnable pour du Made in France, d'une qualité et d'un dessin vraiment, comme tu le disais. Moi, ça m'évoque beaucoup la danse. Je ne sais pas si c'est une de tes... Ah oui, j'adore la danse, effectivement. Vois, c'est drôle, mais alors je vois la danse dans toutes ces créations. C'est marrant, d'accord. Tu vois. Bon, écoute, je prends, merci. C'est un très beau compliment. C'était une parenthèse. Mais donc, comment on fait pour se développer dans le business alors qu'on est présent peu et qu'on veut continuer à produire assez peu, d'une manière raisonnée tout du moins. Oui. Alors, exactement, c'est ça, c'est d'une manière raisonnée. C'est-à-dire qu'on ne produit pas forcément peu. Quand on parle de acheter moins mais acheter mieux, évidemment, on rêve que nos clients puissent garder les sacs à travers les âges, mais on ne produit pas forcément moins. On a commencé avec des petites séries parce qu'on commence petit en fait, avant de pouvoir se développer. Tu testes aussi. Exactement, je teste les marchés, je teste les produits, voilà. Mais c'est vrai que là, on commence donc à travailler en B2B et la première chose qu'on dit, c'est ne nous demandez pas 1000 pièces. Voilà, on a des quantités très figées même en fait, limitées mais aussi figées. C'est-à-dire que si on nous prend 5 pièces dans une couleur, on n'aura plus de ce cuir-là. Je sais pas, sur les 5 dernières pièces par exemple, on n'aura plus de cuir. Donc en fait, il y aura pas de réassort. Mais par contre, ce qu'on leur dit, c'est que on peut très bien leur proposer de nouveaux coloris. On peut très bien aussi faire des exclusivités pour travailler avec eux un certain coloris seulement chez eux. Et c'est un gros argument de vente. C'est-à-dire que quand tu es en boutique, moi qui étais beaucoup, quand tu es en boutique et que tu dis non, mais en fait, c'est presque des pièces numérotées. Ce sont des pièces numérotées. Alors tu vois, voilà. Donc en plus, je veux dire, c'est ça, et c'est comme de l'art finalement. Exactement. Et chaque sac vient avec son petit certificat d'authentification d'ailleurs, qui est numéroté. On pense exactement comme des pièces d'art en fait, dans le processus en tout cas. Génial. Et finalement, c'est vrai que ce qui pourrait paraître pour des inconvénients, on essaye d'en faire des forces. Aussi, voilà. On peut le voir sur le site de toute manière. Nous, on dit à nos clients, en fait, par exemple, vous n'avez que 3 modèles dans ce coloris. Donc, vous êtes sûr qu'il n'y a que 3 personnes autour du monde qui auront le même sac que vous. C'est génial. Ah, ça, j'avoue que... Ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs. Mais c'est un truc très féminin que d'avoir envie d'une exclusivité, j'ai l'impression. Mais Cordis, pour revenir sur le côté féminin, Cordis a quand même essaye de ne pas trop genrer, parce qu'on a envie aussi de développer cette envie de sac à main, d'inclusivité, mais de sac à main pour les hommes, et ça se fait de plus en plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous parle. J'aimerais revenir un peu sur la concurrence. Il y a eu un article récemment dans le Figaro qui était un très très bon article que m'a envoyé Marie. Alors Marie Le Cerf, tiens, on va parler de Marie un peu parce que c'est quand même grâce à elle qu'on est là et qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc je fais une parenthèse. Marie qui a fondé l'agence Front Row, qui est donc une agence
agence de communication, qui est, de mémoire, elle travaille sur 2 axes principaux, c'est-à-dire le design et l'engagement. Donc le design, c'est à la fois l'artisanat, la joaillerie, l'architecture même. Elle travaille avec des archis. Et l'engagement, donc l'éco-responsabilité. Elle travaille beaucoup avec des entrepreneurs féminines aussi. Donc là, pour le coup, Cordis, vous êtes sur les 2 tableaux. Vous êtes à la fois design et engagé. Et donc, alors, on va parler justement de votre collaboration avec Frontro, parce que ça m'intéresse. C'est la première fois finalement que j'accueille quelqu'un dans le podcast qui travaille avec une agence de com externe. D'accord. Donc, je trouve que c'est très intéressant qu'on aille un peu aussi creuser ça. Mais donc, je me demandais aussi en termes de concurrence, parce que toi, comme tu travailles aussi avec des marques qui peuvent être des concurrents de Cordis, comment tu fais dans ton... tant que c'est en lien avec tes valeurs personnelles, j'imagine que... Comment tu fais pour travailler pour Cordis, pour d'autres marques qui sont donc soit concurrentes entre elles ou concurrentes de Cordis. Enfin, ça doit être un peu... Comment tu fais pour gérer tout ça et puis après, on reviendra sur tout le pan de com et marketing. Bien sûr. Oui, donc c'est vrai que quand on travaille pour plusieurs marques, il faut arriver à bien différencier les ADN en fait de chaque marque. Donc quand je travaille pour des clients, je travaille pas pour moi en fonction de ce que j'ai envie. J'essaye vraiment de coller un maximum avec les envies et les besoins des clients pour lesquels je travaille. Et en général, ça se fait assez facilement parce que, en tout cas, tous les clients avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à maintenant avaient un univers complètement différent de Cordis. Donc c'était assez simple finalement de dessiner des modèles qui n'ont rien à voir, enfin que je ne pourrais pas faire par exemple pour Cordis et en même temps je me permets avec Cordis des libertés que je ne me permettrais peut-être pas pour d'autres clients. Bien sûr. Donc en fait ça va, ça se fait assez facilement. Alors donc revenons sur la communication. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à faire appel à une agence. Comment vous travaillez ensemble? Est-ce que si vous déterminez ensemble la stratégie ou est-ce que c'est... comment ça se passe avec Frontro? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à travailler avec Frontro? Déjà, c'est justement parce que je ne suis pas à Paris et que pour faire de la com, c'est quand même pas simple. Et je me suis dit à un moment donné que pour se faire connaître, il faut évidemment être visible. Et pour ça, il faut s'entourer de personnes qui ont... qui savent un peu à quelle porte frapper, qui savent comment démarcher des journalistes. C'est le métier, voilà. Voilà. Ensuite, on a choisi de travailler avec Frontro parce que il y a eu quelque chose une résonance en fait très personnelle dans nos valeurs partagées. Il y a eu vraiment une accroche aussi. Une rencontre. On s'est vraiment bien entendu. Ça s'est fait de manière très fluide, très rapidement. Et c'était une agence qui était alors à taille un peu plus modeste que d'autres agences vers lesquelles on s'est rapproché. Et on s'est dit qu'on allait certainement être mieux accompagnés plutôt que noyés dans un bain d'autres marques et d'autres... Et il y a cette proximité, en fait, qui nous a séduits. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec Marie, on partage, je pense, même au-delà de Cordis, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est humainement, c'est très et c'est presque important. De la co-création quand il y a une... Oui. Voilà. Complètement. Là, par exemple, je reviens tout juste de Paris. J'ai participé à l'exposition d'une amie. J'ai fait un tableau en cuir parce qu'à mes heures perdues, je fais aussi des tableaux avec le cuir. Et Marie, en fait, a pris ça très à cœur et s'est beaucoup engagée s'est beaucoup impliquée dans la communication de cet événement. Donc voilà, c'est un peu en dehors de Cordis, on va dire. Bon, finalement, ça a quand même un lien. Voilà. Mais exactement, ça vient nourrir. Et c'est ça que j'apprécie énormément avec Marie, c'est que elle n'a pas non plus de frontières. Mais tu vois, c'est aussi, je pense, parce que c'est tellement important d'incarner une marque, on le sait,
Et toi, tu incarnes ta marque personnelle d'un côté, dans tous les services que tu peux proposer à des clients. D'ailleurs, on n'a pas parlé de tes services, mais de mémoire, ça peut être soit de la conception, mais même aussi de dessiner tout le plan de collection, en fait, j'accompagne toute la prod, enfin vraiment, complètement. En fait, j'accompagne un client du point A qui est imaginer une collection, donc la dessiner, l'étude des tendances, trouver les matières, enfin tout ce qui est sourcing d'accessoires métalliques, tout ça. Jusqu'au produit final. Donc il faut aussi, si un client a besoin que je l'aide à trouver une unité de production, je peux faire le contrôle qualité, je fais le dossier pour le dossier technique pour le développement. C'est quand même assez complet, oui, évidemment. Et par contre, ils peuvent aussi choisir A et D. Ouais, bien sûr, c'est à la carte. C'est à la carte. C'est très fort. Hein. J'étais assez impressionnée quand j'ai vu ton site, justement, parce que je me suis dit, ok, waouh. Merci. C'est vrai. Bon, on pourrait continuer encore très longtemps. Avec plaisir. Mais il y a un moment, il faut quand même s'arrêter. Et donc, j'en viens à ma dernière question, qui est la question signature. Moi, j'adore les mots, donc j'aime beaucoup poser cette question-là. Et donc, j'aimerais terminer par ton dernier mot, Marina, dans la langue de ton choix. Quel serait le mot là que tu as envie de poser pour conclure ? Ouais, c'est marrant que tu me poses cette question parce que une amie très chère m'a posé cette question il y a peut-être 2-3 ans. Elle m'a dit quel est le mot de ta vie. Alors je ne sais pas si on a un seul mot tout au long de sa vie, mais ça m'a amené à beaucoup réfléchir pour trouver un bon mot. Ça m'a donné des frissons. Le mot de ta vie, c'est un peu une pression quand même. Ouais, c'est une pression, mais c'est en fait pour dire aujourd'hui dans ta vie qu'est-ce qui est important et ça rejoint exactement la question que tu me poses. Et depuis quelques années, je dirais que c'est partage. Voilà. L'idée de partager, c'est très important pour moi. Et je pense que ça se ressent aussi avec Cordis parce qu'il y a cette idée de transmission, de savoir-faire. Donc voilà. Et ça se ressent de toute façon quand on te rencontre. Merci. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Merci moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.